Depuis plusieurs jours, la guerre contre l'Iran s'inscrit dans une dynamique d'escalade qui dépasse largement le cadre d'un simple affrontement militaire. Derrière les frappes, les accusations et les démonstrations de force, c'est toute l'architecture géopolitique du Moyen-Orient qui est en train de se réconfigurer. En ce 10e jour, les salves de missiles continuent de tomber. Le bilan des morts en Iran continue de s'alourdir. Selon les derniers chiffres, en moins 1200 victimes ont été enregistrées. Alors que les bombardements se poursuivent sur Téhéran et d'autres grandes villes comme Esfahan d'un côté, et l'Iran continue aussi à répondre ou à se défendre. Hier soir, Téhéran a par ailleurs désigné Mujtaba Khamenei comme successeur à Ali Khamenei, assassiné au premier jour de l'agression américano-sioniste contre l'Iran. Une annonce qui risque d'être un tournant pour les Iraniens, mais aussi pour les observateurs internationaux. De l'autre côté, ou de son côté, la communauté internationale semble dépassée par les événements. Pékin, Alger insiste sur la nécessité du respect du droit international pendant que les puissances occidentales semblent poursuivre le ralignement historique envers les positions américaines. Et comme affirmé par les experts, le Liban et les énergies s'emprisonnent netto. En effet, le Liban est en proie à une violente agression sioniste. Et d'un autre côté, les chiffres ou les prix ne cessent de flamber. Ce matin, les prix du baril de pétrole étaient à plus de $100. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la situation au Moyen-Orient. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné d'abord de Manuel Pouchelet, géopoliticien et spécialiste des relations internationales qui me rejoint depuis Paris. Monsieur Pouchelet, merci. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Bonjour à vos invités. J'aurai également le plaisir d'être accompagné depuis Paris de Mohamed Benkhrouf, analyste des questions internationales. Bonsoir monsieur Benkhrouf, merci de nous rejoindre. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de participer avec vous. Bonsoir à vos invités et aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, monsieur Benkhrouf. J'aurai également le plaisir d'être accompagné de Shonhui Zhang, journaliste qui me rejoint depuis Pékin. Bonsoir, madame. Merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir. Restez avec moi, madame. Restez avec moi, madame Zhang. On va commencer cette édition spéciale en revenant sur les déclarations de la diplomatie chinoise. Je le disais en introduction, la diplomatie chinoise réitère son appel au respect du droit international, réitère son appel au droit ou au respect de la souveraineté territoriale iranienne. Madame, comment est-ce qu'on peut commenter cette position chinoise aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit d'un fort attachement au droit international tel qu'on le connaît chez Pékin, où il signale l'urgence de revenir en urgence au droit international ou à la concertation de la communauté internationale? Encore une fois, oui, effectivement, la position a été réaffirmée et reconfirmée par le ministre chinois des Affaires Wang Yi le 8 mars dans la conférence de presse qui a été tenue lors des 2 sessions en Chine. Il a parlé de ce message qui est très clair sur l'Iran, qu'il faut arrêter la guerre, éviter l'escalade et aussi revenir au dialogue. Pour la Chine, la crise iranienne ne concerne pas seulement un pays, mais une question qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus large, c'est que est-ce que le Moyen-Orient doit être un terrain d'affrontement ou de devenir un espace Madame Zhang, on vous entend un peu, le son est un peu perturbé. Je laisse mes collègues de la régie régler ça avec vous. Je viens vers vous, monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, je le disais en introduction, nous sommes donc au 10e jour de l'agression américano-sioniste contre l'Iran. Le bilan des morts ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières 24 heures au Moyen-Orient ? Ce que je retiens de ces dernières 24 heures, il y a une forme d'accélération, c'est-à-dire on parlait de guerre, d'attaque sur des objectifs militaires. Maintenant, la coalition israélo-américaine s'attaque à l'économie de l'Iran, c'est-à-dire elle attaque des réservoirs de pétrole et en même temps, le prix du baril flambe. Donc, ce qui a des indications en termes d'économique qui font peur le pire, puisque ce matin, le baril était à plus de $119. Et cela fait craindre, bien entendu, des perturbations économiques. Quelque part, cela risquerait enfin de précipiter les pays du Golfe, donc regroupés, vous savez, au sein de l'alliance GCC, pour qu'ils puissent enfin se concerter et surtout tomber à un accord et trouver une solution.
Mais force est de constater que le régime de Téhéran, de toute façon, est maître des horloges et a toujours, on va dire, l'initiative sur cette opération israélo-américaine qui, bien entendu, fait fi du droit international. Et quelque part, on vient d'apprendre aussi la nomination du nouveau guide suprême. Preuve en est que Téhéran, pour l'instant, a toujours, on va dire, la maîtrise du pouvoir et surtout de l'exercice du pouvoir sur son territoire. En ce qui concerne la suite des événements, elle est peu connue, mais ce qu'il faut le retenir, malheureusement, une guerre zéro mort n'existe pas et malheureusement, ce sont toujours des victimes innocentes qui sont touchées. Très bien, Monsieur Pouchelet. Est-ce que quand vous dites que l'Iran a toujours la même mise, est-ce que vous voulez dire quelque part qu'il y a un échec de l'intervention américaine ou l'intervention américano-sioniste au Moyen-Orient? Alors pour l'instant, parler d'échec est beaucoup trop tôt. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est les derniers propos de Donald Trump dans son voyage hier à bord de Air Force One lorsqu'il se rendait en Floride. Bien entendu, il avait toujours tendance à se gausser de la réussite de ses opérations. Mais j'ai bien l'impression que Donald Trump et ses alliés, je pense notamment à Israël, vont rapidement être confrontés au temps long et je ne pense pas qu'ils s'y soient préparés. Vous savez, la diplomatie américaine avec Donald Trump n'a jamais vraiment existé. On a affaire à des hommes d'affaires et non des diplomates. Et il serait peut-être grand temps que la diplomatie puisse de nouveau s'exprimer. Et je me permets de repréciser une chose, il faut rapidement que le courant, on va dire, diplomatique soit rétabli en passant par le sultanat d'Oman. Oman, d'ailleurs, qui est très sollicité puisque c'est le sultanat qui organise les ponts aériens pour rapatrier les touristes et autres expatriés européens ou occidentaux dans la région. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Benkhorouf. Monsieur Benkhorouf, à la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Manuel Pouchelet, qui explique clairement qu'aujourd'hui, ce qu'on voit en Iran n'est pas que des rivalités géopolitiques, mais il est aussi question de rivalité énergétique. Quel bilan faites-vous de ces dernières 24 heures ou qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de ces 24 heures au Moyen-Orient? Plutôt quelle lecture qu'on peut donner. Ici, on peut donner deux lectures différentes et deux versions différentes. La première version qui est défendable par l'Iran elle-même, qui se positionne dans la situation du droit international, que c'est un pays qui a le droit de se défendre contre toute invasion, quelle que soit cette invasion. Et cela bien permet à l'Iran de renforcer ses institutions, renforcer son unité populaire, sachant que le mois de décembre, le mois de janvier a connu quelques turbulences politiques, sociales en Iran en vue de déstabiliser ce régime. Il y a même ceux qui appellent à renverser ce régime iranien. Donc il y a cette version iranienne et ceux qui soutiennent le droit de l'Iran à se défendre, le droit de l'Iran à utiliser ce qui lui permet par le droit international de faire face à cette agression telle qu'elle est nommée par les juristes aujourd'hui sur le plan international. Et vous avez une autre lecture, la deuxième lecture, qui est menée par l'administration américaine et Israël, qui nie de feu vert de la part de l'organisation internationale onusienne un décret pour attaquer l'Iran, ni une utilité auparavant étudiée par l'administration américaine d'attaquer l'Iran. Sachant qu'il y avait des négociations en cours entre l'administration américaine et la République iranienne, et Trump faisait justement le chantage et a appuyé à ce qu'il obtiendra les résultats qu'il voulait, mais Israël, entre-temps, a attaqué, agressé. C'est une agression telle qu'elle est qualifiée, ici même en Occident, en France. Elle est qualifiée par beaucoup de médias, elle est qualifiée par beaucoup d'analystes politiques comme une agression contre un État souverain. Maintenant, il y a un problème concernant l'arme nucléaire ou l'armement nucléaire iranien, et cela ne dépend pas uniquement de l'administration américaine ou justifie l'administration américaine sous ce prétexte-là. Je reviens maintenant au 10e jour. Vous avez posé la question à notre cher ami qui est intervenu tout à l'heure pour la question de l'échec de l'État de l'USA, des États-Unis. Moi, je dirais, c'est vrai, je rejoins son avis. On ne peut pas dire aujourd'hui ou à l'heure actuelle que c'est un échec, mais c'est un échec diplomatique qui a échoué de mener des négociations avec l'Iran et apaiser la situation. Un échec aussi
parce que cette agression, cette guerre menée contre l'Iran s'est renversée, s'est retournée contre les intérêts américains et qui risquent aujourd'hui de payer très cher cette initiative où selon lui, c'est une question de 48 heures ou d'une semaine maximum qui peut déstabiliser le régime iranien. Sauf que la surprise aujourd'hui, elle est multidimensionnelle. Elle est politique. Premièrement, il n'a pas pu renverser le régime. Bien au contraire, il y a l'ayatollah qui vient d'être remplacé par le petit-fils de l'ayatollah Khamenei, ou son fils. Deuxièmement, sur le plan économique, cette guerre risque de plonger le monde entier, y compris l'Europe, dans un chaos total et rappelle le choc pétrolier des années 70. Aujourd'hui, 10 jours après cette guerre, c'est vrai, les raffineries sont à l'arrêt, beaucoup de raffineries sont à l'arrêt, mais il faut compter d'ici 15 à 20 jours, ou plus tard un mois, si cette guerre est dure dans le temps, c'est-à-dire elle va s'étaler sur le temps, là où elle deviendra une problématique. Très bien, très bien, Monsieur Ben Khalaf, on va passer à Pékin et puis on revient vers vous. Madame Zhang, je reviens vers vous. Alors, on parlait tout à l'heure de cette conférence de presse ou de cet avis ou de cette opinion qu'a réexprimé le chef de la diplomatie chinoise en réaffirmant la nécessité aujourd'hui du respect du droit international, mais surtout de la souveraineté de l'Iran. Quel commentaire on peut faire aujourd'hui, Madame Zhang ? Alors, en fait, c'est très clair, comme le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, l'a encore confirmé, c'était le 8 mars, lors de la conférence de presse, il a dit qu'il faut tout de suite arrêter la guerre, éviter l'escalade et revenir au dialogue. Mais en effet, à mes yeux, ça posait un problème, ça posait une question en fait pour le monde entier. C'est que la crise iranienne ne concerne pas seulement un seul pays, ça concerne une question qui est beaucoup plus large. C'est que est-ce que le Moyen-Orient a le droit et aussi de décider son propre destin? Est-ce que le Moyen-Orient doit rester un terrain d'affrontement ou de redevenir un espace de souveraineté et de stabilité? Et d'ailleurs, on y trouve aussi des principes très proches avec la diplomatie algérienne, c'est respect de la souveraineté, refus de l'ingérence, rejet du changement de régime imposé par l'extérieur et aussi la priorité à la solution politique. Donc là, je pense que le message de la Chine est très simple, mais en même temps très important, c'est que la force ne règle pas durablement les crises, elle les aggrave souvent. Donc, il faut aujourd'hui réfléchir à revenir au dialogue, à comment mieux utiliser cette puissance ou cette force. Et d'ailleurs, apparemment, cette fois-ci, on a très bien vu que l'Iran a tenu plus longtemps que les États-Unis. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui, il y a quelques heures, Trump qui ne tient plus en place, parce qu'il a réagi sur ses réseaux sociaux en disant que les prix bruts du pétrole brut devraient rapidement retomber à court terme. C'est parce que, aussi, on peut en déduire, c'est que derrière le prix de l'essence, le prix du pétrole constitue une question hautement sensible à l'approche des élections de mi-mandat de novembre aux États-Unis. Donc c'est apparemment, on voit très bien que ces effets négatifs pour les États-Unis dans cette affaire. Donc encore une fois, il faut revenir à la réflexion à comment utiliser sa puissance, surtout certaines puissants pays qui, en fait, je dirais, qui ont abusé leur pouvoir pour atteindre leur objectif qui est tout à fait injuste et invalide. Très bien, Madame Zhang, vous avez parlé justement de l'Algérie qui défend le droit international, qui ne cesse d'appeler au respect du droit du droit international. Pékin et Alger se rejoignent. Quand on fait cette comparaison aujourd'hui, ou quand on parle de cette position de Pékin et de Alger, est-ce qu'on peut considérer finalement qu'il est question de ce qui se joue aussi au Moyen-Orient est une logique de confrontation de blocs? D'un côté, il y a le Sud global qui appelle au respect du droit international et à la souveraineté, et de l'autre, il y a les puissances occidentales qui se font complices quelque part de la violation flagrante du droit international. Je pense qu'il est important qu'on se tienne compte de ce Sud global qui aujourd'hui représente plus de 40% de l'économie mondiale. Donc pour vous dire à quel point aujourd'hui c'est important. Après, encore une fois, la voie occidentale n'est pas unifiée parce que si on fait attention à différents pays, par exemple la voie de l'Espagne dans cette affaire, la voie de la France, la voie
des États-Unis, c'est pas forcément la même. Donc en fait, je pense qu'il est aussi important de distinguer. Vous avez aussi certains pays européens qui est entre guillemets, qui devraient être peut-être en présumé dans ce cercle, mais finalement qui a choisi une autonomie stratégique. Par exemple, je prends l'exemple de l'Espagne. Donc nous n'allons pas non plus catégoriquement les mettre en deux camps. Est-ce qu'il y a un camp du Sud global, un autre camp des pays occidentaux? Mais je pense qu'il est important de tenir ce principe de la règle internationale. Il faut respecter la règle internationale, quelle que soit la puissance de votre pays, quelle que soit l'étape de développement de votre pays. Il est important d'avoir une justice internationale, le respect mutuel, et c'est la base des choses. Dans une société humaine, dans une société au quotidien, on se respecte l'un et l'autre. Eh bien, c'est la même chose pour les règles internationales et pour l'ordre international. Ce qui craint aujourd'hui, c'est que, avec ce qui s'est passé depuis le début de cette année, avec le cas au Venezuela, avec aujourd'hui ce qui se passe en ce moment en Iran, elle est où la règle? Elle est où le jeu, la règle du jeu de différentes puissances? Aujourd'hui, à partir du moment où seul le plus fort dit le dernier mot, on ne vit pas dans un monde civilisé, on vit dans un monde d'il y a 300 ans. Alors aujourd'hui, on est déjà au 21e siècle. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'industrialisation, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons tous ces puissants outils qui peuvent nous permettre à se comporter avec du respect, avec de la civilisation, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, merci madame, merci pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous m'avez rejoint depuis Pékin. On continue notre fil rouge sur Pékin et je viens vers vous, monsieur Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, vous avez commencé à parler lors de votre intervention de la nomination, de la désignation de Mujtaba Khamenei pour succéder à Ali Khamenei qui a été assassiné le premier jour de l'agression américano-sioniste contre l'Iran. Monsieur Khamenei, Monsieur Pouchelet, comment est-ce qu'on peut interpréter aujourd'hui cette désignation? Est-ce qu'il est clairement en question là de voir qu'il y a une consolidation du pouvoir à l'intérieur de l'Iran, contrairement au récit occidental, ou est-ce qu'on peut considérer cette désignation comme un facteur de fragilisation quand on sait qu'il a été désigné dans un cadre de guerre? La guerre, elle se poursuit actuellement et faisant suite à l'assassinat de son père par une agression étrangère. Ce qu'il faut regarder dans la désignation du nouveau guide suprême, c'est ni plus ni moins qu'une continuité qui avait déjà été arrêtée bien avant, on va dire, le décès de Ali Khamenei. Le corps des gardiens de la Révolution a été chargé, on va dire, de l'héritage, puisque cela avait été acté il y a plus d'un an. On savait pertinemment que le guide suprême était déjà, on va dire, souffrant, il faut le savoir. Mais en même temps, cette succession est inquiétante pour les Occidentaux dans la mesure où ça va être un régime encore plus dur. Il faut savoir que le fils de M. Khamenei a une lecture différente des événements et souhaite, on va dire, renforcer et durcir le pouvoir envers ces inerties et surtout exactions commises par les Américains et les Israéliens sur son sol. Il souhaite garder, on va dire, la mainmise du pouvoir sur son territoire et couper court à tout risque d'immixtion de quelque puissance que ce soit. En ce qui concerne, c'est un message adressé aussi au monde, comme quoi l'Iran, malgré les bombardements, est capable, on va dire, de s'organiser, d'assurer la continuité du pouvoir et qu'en aucun cas, cette agression en cours déstabiliserait, on va dire, le fonctionnement des institutions. D'ailleurs, j'ai l'impression que les Américains et les Israéliens sont surpris que le fait que le régime tienne encore, notamment en matière d'initiative, et là je vais revenir plutôt au sujet militaire, et également économique, puisque l'on sait pertinemment que le maître des horloges, on va dire, dans ce conflit en cours, dans cette situation en cours, bien sûr, est dans les mains de Téhéran. Téhéran confirme, on va dire, l'initiative pour l'instant, malgré les coups de boutoir de la coalition israélo-américaine. Et vous verrez que j'ai bien l'impression qu'à court terme, il y aura une division au sein de cette coalition dans la mesure où, économiquement parlant, ils vont, on va dire, ils vont appauvrir les économies, y compris les économies de leurs alliés. Et là, je pense qu'on le voit déjà. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure. On verra au sein de l'Union européenne, qui pour l'instant semble bien discrète. On voit l'initiative de la France qui est de protéger, on va dire, la base arrière de l'Union européenne, c'est-à-dire en zone sud principalement. Et vous verrez que
au sein de ces alliances, il y aura également d'autres craquements, puisque l'on sait pertinemment que les pays du Golfe ne sauraient tolérer une ingérence aussi longue de leurs économies, toujours très tributaires du pétrole, et on l'espère. Enfin, si fin de conflit il y a, on l'espère pour bientôt, ils puissent aussi s'organiser pour enfin, on va dire, trouver un nouveau futur. Et on le sait que cela remettrait en cause, pour raisons économiques bien entendu, les projets qui sont en cours dans la région. Je pense notamment au projet 2030 en Arabie Saoudite, ainsi que d'autres pays du Golfe qui souhaitent un meilleur avenir et, on va dire, surtout tenter pour une fois de se désolidariser du pétrole qui, pour l'instant, plombe, excusez-moi l'expression, leur économie et surtout leur dépendance. En tous les cas, cette situation va accélérer, on l'espère, un Moyen-Orient de demain qui est voulu surtout, non seulement par les dirigeants, mais aussi par une population qui est complètement excédée des inerties occidentales en cours dans la région. Très bien, Monsieur Pouchelet. Je viens vers vous, Monsieur Benkholouf. Monsieur Benkholouf, à la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Manuel Pouchelet, que peut changer cette nomination du nouveau ayatollah ou guide suprême de l'Iran? Écoutez, cela, je rejoins ce qu'il a dit, ce qu'il a développé. Cela devient pour l'Iran une expérience depuis l'existence de l'Iran. Le président iranien a été assassiné lors de l'attaque de son avion et il a été remplacé. Et l'Iran n'a pas fait grand le buzz. Donc il y a une utilité de continuer l'existence parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre d'existence, une guerre de résistance. Et c'est la raison pour laquelle, donc, s'il y a un guide suprême qui a été liquidé, donc il y a d'autres guides suprêmes qui attendent ce poste-là. Ce n'est pas pour répondre à des attentes personnelles, mais c'est une attente à un pays entier. Sachant à rappeler que certains détails qui comptent beaucoup, il y a les Américains sont allés faire cette guerre en Iran, ils n'ont pas consulté leurs alliés européens. C'est la raison pour laquelle les alliés ne l'ont pas suivi dans cette guerre comme ils le souhaitaient. D'ailleurs, elle a commencé à attaquer la Grande-Bretagne en premier lieu parce que c'est le premier allié stratégique des États-Unis. La Grande-Bretagne avait suivi l'Amérique lors de l'invasion de l'Irak et c'est avéré, c'est un grand mensonge. Donc, les populations européennes aujourd'hui gardent toujours ça en tête. C'est la raison pour laquelle les alliés n'ont pas été consultés, n'ont pas suivi Donald Trump dans cette guerre. Et Donald Trump lui-même, qui était traîné par Israël, parce que Israël voulait impérativement que la force, l'alliance américano-israélienne touche l'Iran parce que elle voulait impérativement mettre ce pays-là à genoux et le mettre à chaos. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ce pays-là contrôle le détroit le plus important du passage des navires de transportant les énergies gaz et pétrole et autres. Et cela est contrôlé par 70%, 70% du passage est contrôlé par l'Iran. Deuxièmement, l'Iran est le seul pays dans la région qui est resté stable et resté tête à tête avec Israël et a répondu chaque fois qu'elle est menacée ou elle est agressée, elle répond à Israël. Donc il n'y a aucun autre pays de la région qui a ce courage-là de répondre à Israël. Bien au contraire, des pays qui ont accepté sur leur sol d'installer des bases militaires américaines et sous prétexte de protéger ces pays-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que ces bases-là n'ont pas été capables de se protéger elles-mêmes. Comment voulez-vous qu'elles protègent tout un pays comme le Qatar, le Bahreïn ou les autres pays qui ont été justement visés par ces missiles iraniens. Le troisième enjeu, bien sûr, en liquidant l'Irak, il transforme la défaite militaire, politique pendant 2 ans de guerre sur le Gaza, la transformer en victoire politique en agressant l'Iran et la mettre à genoux. Donc je pense que c'est une guerre suicidaire du côté des Américains et la raison pour laquelle je crois que l'administration américaine a des difficultés à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, à l'intérieur même du parti de Donald Trump et de la scène politique américaine, qui refuse catégoriquement que les Américains dépensent
ce que n'a pas aujourd'hui les Américains n'ont plus d'argent, n'ont plus d'économie, n'ont plus de stratégie internationale pour appuyer. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est qu'il est soit de se soumettre au droit international et de régler les conflits selon le droit international, ou de se situer dans une autre case, cette case qui, contrairement au droit international, et cela déplaît même aux alliés des États-Unis d'Amérique. Très bien, Monsieur Benkhorouf. Entre-temps, Bassem Larej nous a rejoint. Bonsoir, Bassem Larej. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes expert en droit international, mais surtout un fin analyste des questions internationales. Je reste avec vous, Monsieur Larej. Monsieur Larej, quel commentaire faites-vous de la désignation de Mujtaba Khamenei comme étant le guide suprême de l'Iran ou comme successeur à son père feu Ali Khamenei? Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un point de consolidation du pouvoir en Iran, de leur capacité à ne pas se laisser happer, même en situation d'urgence et de guerre, ou on peut voir justement un point de fragilité pour l'Iran aujourd'hui qui nomme un nouveau guide suprême en pleine guerre? Non, c'est un message fort qui est envoyé par les autorités iraniennes à l'étranger, notamment aux États agresseurs, que ce soit les États-Unis ou Israël, avec la nomination du fils d'Ali Khamenei. Donc en réalité, c'est un message de résistance qui est envoyé, parce qu'on se rappelle tous que Netanyahou avait menacé d'assassiner le prochain guide suprême iranien, et Trump avait même exigé de participer à la nomination du prochain guide suprême, ce qui était le summum de l'humiliation pour les Iraniens. Donc en faisant ce choix qui semble tout à fait logique en réalité, parce que le nom du fils d'Ali Khamenei circulait depuis très longtemps dans les circuits. Elle était déjà considérée comme l'un des prétendants pour succéder à son père à ce poste. Donc en soi, c'est pas une surprise, mais dans le contexte actuel d'agression vis-à-vis de l'Iran, c'est un message de résistance effectivement qui est envoyé sur le plan international en disant que l'Iran va continuer à résister face à cette agression, et donc il ne va pas y avoir, je dirais, de changement dans la politique iranienne vis-à-vis de ces deux États qui l'agressent actuellement, et donc il va poursuivre sa résistance, notamment sur le plan militaire, en continuant de riposter finalement aux agressions qu'il subit quotidiennement en bombardant Israël et les bases américaines et les intérêts américains dans la région, que ce soit directement ou à travers ses alliés régionaux, parce qu'on a vu l'entrée en scène en réalité de Hezbollah libanais qui est maintenant attaque quotidiennement Israël, et de l'autre côté on a également un certain nombre de groupes irakiens qui sont proches de l'Iran qui attaquent aussi les intérêts américains en Irak. Et la fermeture des détroits d'Ormuz. Exactement, et en attendant éventuellement l'entrée en scène des Houthis. C'est l'autre grand enjeu également actuellement. On se rappelle, le chef des Houthis a déclaré il y a quelques jours qu'ils étaient prêts à entrer en action. Donc ça peut être également la prochaine étape dans l'escalade des tensions actuelles qu'on voit en Moyen-Orient. Très bien, merci Monsieur Bassem Larej. Très chers téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes en direct sur Al24 News et le fil rouge concernant la situation au Moyen-Orient se poursuit. Je viens vers vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté iranien ou du côté américain, les déclarations ne cessent de se contredire les unes les autres. Actuellement, on observe chez les Iraniens ou dans les déclarations iraniennes quelque part des accusations d'abord envers l'Occident qu'ils accusent d'être indirectement impliqués et complices dans cette agression contre leur territoire, mais aussi des pays de la région. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela, les Iraniens? Les Iraniens sont en train de dénoncer de manière très claire les accords complètement artificiels qui ont été mis en place par l'administration Trump et l'administration américaine en général depuis des années. Cela remonte, on va dire, aux premières interventions américaines, notamment avec les guerres du Golfe, et également à la ligne dure du Parti républicain de l'époque, avec, je pense, notamment Dick Cheney ou Donald Rumsfeld, qui ont imposé, on va dire, leur vue sur la région. Mais en même temps, les Iraniens, le gouvernement iranien, ainsi que le Mollah, dénoncent aussi le fait de l'absence d'unité, si vous voulez, au sein de cette région particulière qu'est le Moyen-Orient. Et on sait pertinemment qu'il y a aussi de profondes divisions internes, si vous voulez, au sein de ces pays,
ils ont profité, on va dire malheureusement, voulu par les Américains de cette division, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aura l'effet inverse avec le déclenchement de cette crise où ces pays vont enfin trouver, on va dire, un processus de concertation et de trouver une solution. Mais comme le disait Albert Einstein, ne demandez pas à ceux qui créent les problèmes de les résoudre. Et la source du problème, bien entendu, est l'intervention, et j'allais dire surtout l'immixtion des Américains dans la région, où finalement, eux-mêmes ont un discours contradictoire, où ils disent que c'est l'Occident qui avait colonisé, et puis finalement ils font la même chose avec ce nouvel impérialisme qu'ils imposent avec l'envoi de leur diplomatie de la canonnière, j'entends par là l'envoi de porte-avions. Maintenant, les Américains n'ont jamais été d'habiles négociateurs, si vous voulez, dans cette région qui est quand même plusieurs fois millénaire, et où tout geste d'impatience, moi qui connais bien la région pour y habiter une partie de l'année, remet sine die toute possibilité de compromis, de négociation. Donc quelque part, ce sont deux cultures qui s'affrontent, ce sont deux approches différentes. En même temps, les Américains jouent sur la division des pays de la région, mais et aussi on s'aperçoit que finalement, Téhéran va rapidement les confronter à leurs contradictions, dans la mesure où la situation économique, et là je parle des économies en général, je ne parle pas que du volet militaire, va rapidement devenir, si vous voulez madame, insupportable, y compris pour les pays de la région et surtout en Occident, toujours très tributaire des solutions offertes par cette région particulière, où finalement on s'aperçoit que le détroit d'Ormuz est certes, on va dire, un des points de blocage, mais il y en a également beaucoup d'autres. Je pense notamment à la situation au Liban et dans d'autres pays de la région. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire, Monsieur Manuel Pouchelet. Je viens vers vous, Monsieur Benkhrouf. Monsieur Benkhrouf, justement, Manuel Pouchelet vient de nous expliquer que le Liban devient un nœud aujourd'hui, un nœud très très difficile à mettre de côté. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui le Liban si important aux yeux de l'entité sioniste pour mener une offensive, je rappelle, à terre, et il y a actuellement la situation au Liban reste dramatique avec des centaines de milliers de personnes déplacées et des centaines de morts et des milliers de blessés également. Monsieur Benkhrouf. Effectivement, si la guerre menée depuis 2 ans contre Gaza a divisé le monde, aujourd'hui cette guerre le divise à encore plus davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une réflexion universelle mondiale qui doivent remettre les pendules à l'heure. Où va ce monde avec cette anarchie, si on ose dire ça, anarchie militaire, anarchie de l'utilisation de la force, jusqu'à où on peut utiliser cette force et au nom de quel droit, au nom de quelle loi et au nom de quelle foi. Donc aujourd'hui, on assiste, quand je dis on assiste, il y a le monde en général qui est divisé en 2 parties. On assiste à une guerre pour les uns, pour certains, c'est une guerre de vengeance, une guerre suicidaire, pour dominer, contrôler les énergies telles qu'elles ont été rapportées par notre ami tout à l'heure, pas uniquement le pétrole, mais aussi le mouvement du commerce dans cette région-là, et contrôler cette région-là, contrôler toute la partie du monde arabe. Il faut revenir donc à étudier la géostratégie du Proche-Orient. On voit que le Proche-Orient est déjà plié selon l'administration américaine et aussi les Israéliens, que la plupart des pays qui sont dans le Golfe ne peuvent pas résister à l'administration américaine. Le seul pays qui pose problème, c'est l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que c'est un pays qui défend son intégrité, qui défend son indépendance, qui défend son droit aussi à respecter et à se faire respecter, sachant que l'administration américaine qui a nié l'accord qui a été signé entre l'Iran et les Européens. Donc cela est flagrant, c'est un message flagrant aux Européens de la part de l'administration américaine de faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, beaucoup de pays européens veulent se détacher de cette administration américaine, et à leur tête Pedro Sánchez, l'Espagnol, donc qui sera suivi par d'autres Européens, malgré que l'alliance est très forte entre l'Europe occidentale, l'OTAN et les Américains. Mais aujourd'hui, le contexte géopolitique dit autre chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont bénéficié de cette guerre
et justement d'en bénéficier dans les mois prochains. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, on essaie d'éviter d'aller vers le choc pétrolier. Si le cours du pétrole aujourd'hui est arrivé à $120 d'après les premières estimations, donc peut y aller jusqu'à $150 le baril, vous pouvez imaginer la catastrophe ou le volume des dégâts à l'échelle économique et à l'échelle économique pour les pays européens, d'où déjà l'inflation est énorme, la cherté de vie est énorme depuis un certain nombre d'années. Donc on ajoute à cela un autre problème supplémentaire et économique. Et sur le plan politique, cela aussi risque de faire un effondrement sur cette institution internationale. N'oublions pas qu'il y a la Chine, il y a l'intervenant tout à l'heure qui est intervenu pour rappeler ce que pense la Chine, justement, de revenir au droit international, au respect du droit international. Parce que si le monde continue à avancer de cette façon-là, de cette façon anarchique, la Chine peut demain revendiquer et y aller en 48 heures récupérer Taïwan. Et si cela aussi est pareil, donc la Russie renforce son hypothèse de garder cette guerre contre l'Ukraine et de justifier cette guerre contre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il faut revenir à la sagesse, il faut revenir au droit international. Cette voie, elle est plaudée par beaucoup de pays, que ce soit des pays de la région, y compris de la région du Moyen-Orient et la région du Golfe. Je tiens à titre d'exemple l'Arabie Saoudite, qui est un grand pays qui aujourd'hui peut revenir sur la scène internationale et être un acteur fiable avec d'autres pays qui essayent justement de rapprocher les points de vue si le différend est uniquement avec l'Iran. Aujourd'hui, on a un problème multidimensionnel. On a un problème qui a démarré de l'invasion de Gaza, qui a duré pendant 2 ans et que personne ne pouvait savoir si cette guerre contre le Gaza pouvait durer toute cette période-là. Et très bien, monsieur. Très bien. Ne pas poser cette même question pour l'Iran. Et l'Iran a l'avantage d'expérience qu'elle a le long souffle dans ce genre de guerre. Très bien, monsieur Pouchelet. Je viens vers vous, monsieur Bassam. Monsieur Bassam, on observe aujourd'hui que le marché de l'énergie est devenu une arme. D'ailleurs, les États-Unis ne cessent d'avoir, enfin, les Israéliens et les Américains ne cessent d'avoir comme cible les raffineries et de pétrole iranien. On voit aussi que aujourd'hui, les marchés se sont enflammés, que ce soit du pétrole, le marché pétrolier, le marché du gaz, mais aussi le Nasdaq. Mais il y a quelque chose dont on parle très peu des médias, c'est les Britanniques. Les Britanniques qui contrôlent plus de 80% du commerce maritime. On a l'impression qu'aujourd'hui, entre les États-Unis et les Britanniques, il y a du feu, il y a une fin de lune de miel quelque part. Qu'est-ce que ça nous indique non seulement sur l'architecture des relations internationales entre les deux alliés historiques qui sont les Britanniques et les États-Unis, mais aussi sur le droit international et sur le commerce finalement international? Effectivement, il y a différents aspects dans votre question. D'abord, concernant les liens historiques qui unissent les États-Unis, on va dire avec l'Europe, l'Europe occidentale de manière générale, on voit que cette relation est totalement remise en cause avec l'administration Trump aujourd'hui. Elle l'a manifesté dès son arrivée avec ses revendications sur le Groenland, déjà, ce qui avait déjà créé des tensions avec ses alliés européens, sans parler de son positionnement sur le dossier ukrainien, où il a montré quand même une certaine souplesse par rapport aux Européens qui étaient tenants d'une position dure vis-à-vis de la Russie. Donc ça avait déjà créé des tensions. Et effectivement, on le voit aujourd'hui dans le dossier iranien, puisque l'attaque israélo-américaine a été menée sans concertation des Européens. On se rappelle tous des déclarations du président français qui avait déclaré le lendemain de l'attaque que Trump n'est prévenu, n'est pris mon avis par rapport à cette attaque. Et c'est la même chose par rapport aux Britanniques, effectivement, qui avaient dans un premier temps refusé de participer à cette guerre, notamment pour ce qui est de leur base, même s'ils ont accepté d'autoriser les Américains de l'utiliser de manière défensive et non de manière offensive. Et il y a eu des déclarations également assez hostiles du président américain vis-à-vis des Britanniques, en disant que c'était plus des alliés historiques comme auparavant. Et donc, c'est vrai, c'est révélateur de cette situation unique, on va dire, dans les relations
entre les États-Unis et les Britanniques et l'Europe occidentale de manière générale qui risque en réalité de s'amplifier parce que Donald Trump cherche à défendre ses propres intérêts. Il ne cherche pas à défendre l'intérêt des Occidentaux de manière générale comme on aurait pu le penser avec d'autres présidents auparavant, même si les États-Unis, ça a toujours été l'intérêt des Américains avant l'intérêt des autres. Concernant l'aspect du droit international, effectivement, on est dans la continuité, malheureusement, de ce qu'on voit depuis un certain temps, une violation flagrante du droit international, notamment de la part de grandes puissances, et en l'occurrence les États-Unis, qui prennent même pas la précaution, comme auparavant, de chercher à avoir un semblant, on va dire, d'accord des Nations Unies pour valider leurs attaques. On se rappelle en 2003, avant d'attaquer l'Irak, ils avaient essayé d'obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité, donc pour avoir cette autorisation, on va dire, pour montrer l'image d'un État qui respecte le droit international. Aujourd'hui, ils prennent même pas cette précaution. On l'a vu déjà avec le président vénézuélien qui a été kidnappé en totale violation des droits internationaux. On le voit aujourd'hui avec cette guerre d'agression en réalité, parce que si on se base sur le droit international, l'attaque israélo-américaine, c'est une agression. L'ONU le dit. Oui, c'est une agression contre un État souverain qui est bien évidemment l'Iran. Et c'est une violation flagrante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force, sauf exception, donc à travers l'autorisation du Conseil de sécurité ou légitime défense. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'État qui se trouve en légitime défense, c'est bien évidemment l'Iran. Donc là, l'Iran est en total respecte le droit international puisqu'il se défend en réalité. Et concernant le dernier aspect par rapport à l'aspect énergétique dans votre question, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les cours des hydrocarbures commencent à s'envoler. C'était quelque chose qui était prévisible. Et toute cette attaque, en réalité aussi, tout cet intérêt par rapport à l'Iran, parce que c'est un axe et un État central dans le domaine énergétique et dans le commerce énergétique mondial, et sans oublier que c'est l'un des principaux producteurs en hydrocarbures et en gaz naturel, et sans oublier également que c'est un État qui détient d'importantes réserves de minerais. Donc, ce qui explique également l'intérêt de certains États d'essayer de s'accaparer les richesses d'un État comme l'Iran. Très bien, Monsieur Bessem. Je viens vers vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, on a appris que la Turquie a affirmé avoir intercepté un missile iranien et par ailleurs, elle affirme également avoir renforcé son dispositif militaire dans l'île de Chypre. Est-ce qu'on peut considérer c'est la deuxième fois que la Turquie intervient depuis ces 10 jours. Est-ce qu'on peut considérer que là, ça sort du cadre du Moyen-Orient et ça va vers un conflit régional beaucoup plus global? En effet, c'est le risque qui risque d'être pris, excusez-moi, mais c'est tout à fait ça. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN. Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire que l'OTAN, de facto, va rentrer en guerre, ou va s'inviter, et c'est ce que veulent les Américains sans vouloir vous le dire, ils veulent rentrer, on va dire, va s'inviter dans cette nombreuse équation qui a de multiples inconnus. D'ailleurs, même le président français a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle dans Méditerranée orientale pour justement protéger ce flanc. Alors là, il parle de Chypre et de la Grèce, bien entendu, qui semble exposée. Mais quelque part, la Turquie, vous savez, au Moyen-Orient et dans les relations qu'elle entretient avec les pays du Moyen-Orient, n'a jamais vraiment trouvé sa place, puisque vous savez que dans cette région particulière, il y a, on va dire, deux grandes puissances régionales que nous évoquons depuis le début de cette émission, qui sont principalement l'Arabie Saoudite et l'Iran, et que quelque part, il n'y a pas vraiment de place pour la Turquie. Et bien entendu, c'est aussi, j'ajoute, lié au passé de l'Empire ottoman dans la région, qui avait bien entendu créé de nombreuses divisions au sein des pays de la région. Maintenant, ce qui concerne le danger, c'est que ce conflit fasse tache d'huile. Moi, vous m'évoquez la Turquie. Moi, j'ai aussi de grandes craintes qu'en cas de déstabilisation du pouvoir à Téhéran, que l'Afghanistan vienne s'inviter dans l'équation. On sait pertinemment qu'à l'est de Téhéran, de l'Iran, il y a une menace talibane qui est certaine et dont les Américains s'inquiètent également. Donc, si vous voulez, on a également parlé en termes de déstabilisation possible. Vous savez qu'il y a plusieurs minorités sur le territoire iranien, mais force est de constater que depuis quelques 48 heures, beaucoup de discours disent que le pouvoir a réussi l'unité de ces différentes minorités, entre les Azéris, les Kurdes et puis bien entendu les Balouches et d'autres acteurs. Maintenant, soyons prudents. Pour l'instant, c'est une provocation, mais vous savez, le président Erdogan n'a pas encore fait de grandes déclarations sur le sujet, mais il n'est pas impossible qu'il s'exprime avec un engagement beaucoup plus fort. Et finalement, ce serait un petit peu contre nature, puisque je rappelle qu'Ankara
s'est toujours montré opposé, on va dire, aux positions d'Israël sur le sujet. Très bien, Monsieur Manuel Pouchelet. Je viens vers vous, Monsieur Bassem Laredj. On arrive presque à la fin du temps imparti. On va revenir sur l'énergie avec vous. Monsieur Bassem Laredj, on a appris également que la Corée du Sud a plafonné les prix du carburant, face au choc énergétique ou par crainte du choc énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, le monde peut craindre un embrasement ou une crise énergétique ou une crise économique réelle? Est-ce que les menaces sont réelles? Oui. À la lumière de ce que vous avez dit. Oui, avec l'enlisement du conflit qui risque de perdurer en réalité, donc ce qui ne rentre pas du tout dans le cadre des projections qui étaient faites par le président américain d'une attaque assez éclair qui allait durer peut-être une semaine, en essayant de décapiter, on va dire, les principaux chefs iraniens, donc que le régime allait s'effondrer par lui-même. Donc on voit que cette stratégie en réalité ne marche pas parce que le pouvoir iranien, la République islamique, est profondément ancré dans la société. Donc c'est un système qui est solide, et donc ça remet en cause toute la stratégie américaine. Et donc on voit son impact aujourd'hui sur le cours des hydrocarbures sur le plan international, avec le risque d'une crise mondiale en réalité, avec cette augmentation des prix. Donc cela va augmenter le risque d'une récession internationale, donc provoquer également des crises dans les pays occidentaux, puisque tous les produits de première consommation risquent d'augmenter, et notamment l'essence au niveau de la pompe, donc ce qui va également impacter toute l'économie de ces... Est-ce qu'il va y avoir des pressions, désolé de vous couper, est-ce qu'il risque d'y avoir des pressions populaires en Occident, aux États-Unis, face à la flambée des matières premières, notamment le carburant à la pompe? Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure, et donc d'où la stratégie iranienne en réalité de faire perdurer le conflit. Parce que d'un côté, on a les Israélo-Américains qui cherchent à avoir un conflit rapide parce qu'ils savent que dans la durée, ça va les impacter, et à l'inverse, en réalité, les Iraniens cherchent dans leur stratégie défensive de faire perdurer le conflit pour que le coût de cette guerre soit extrêmement élevé pour ses adversaires, et donc pour qu'ils revoient leur stratégie dans ce cadre. Très bien, Monsieur Laredj. Je viens vers vous, Monsieur Ben Khorouf. Brièvement, on arrive à la fin du temps imparti. Je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pressions populaires peuvent changer la donne du conflit au Moyen-Orient? Écoutez, je pense que ça se complique de plus en plus, et je pense que ça soit l'administration américaine ou pour Netanyahou, donc il y a deux visions différentes. Pour Netanyahou, il n'a pas de solution autre que continuer cette guerre, et malgré que cela, il a des Israéliens qui sont contre cette guerre de vengeance et cette guerre suicidaire. Et je pense que le monde aujourd'hui aussi, il est divisé. Sachant à citer les grandes puissances telles que la Chine, la Russie ou les autres grandes puissances qui sont en train d'observer, cette guerre est injustifiée. Ne justifie pas ni du point de vue du droit international, ni du point de vue des négociations bilatérales américano-iraniennes, ni du point de vue des négociations qui ont été menées pour des raisons d'enrichissement de l'uranium par ce pays-là, et pour l'empêcher de l'obtention de la bombe nucléaire. Alors, toutes ces questions-là... Très bien, Monsieur Ben Khorouf. Très bien, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et vous m'avez rejoint depuis Paris. Merci, Monsieur Ben Khorouf. Merci beaucoup. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Manuel Pouchelet, géopoliticien et spécialiste des relations internationales, qui m'a également rejoint depuis Paris. Merci, Monsieur Pouchelet. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et j'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné en début d'émission de Xuan Zhang, journaliste qui m'a rejoint depuis Pékin et ici sur mon plateau. J'ai eu le plaisir d'avoir été accompagné de Bassem Laredj, expert en droit international. Merci, Monsieur Laredj. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. L'info continue sur Al24 News. Retrouvez tout de suite Neriman Zekar pour le journal de la rédaction. Excellente suite des programmes.